mélange dans mes pages. C'est parce que je suis un néophyte. Et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Grands Débats. Pendant une heure, nous allons revivre des séances importantes ici à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la déclaration de politique générale de François Bayrou. Alors ce discours n'est pas une obligation constitutionnelle, c'est plutôt une tradition républicaine qui permet aux nouveaux locataires de Matignon de dévoiler les grandes lignes de son action ou encore de fixer un cap. Quelques mois après Michel Barnier, François Bayrou affronte à son tour la représentation nationale. Nous sommes le mardi 14 janvier ici à l'Assemblée nationale. Il y a du monde, de l'agitation dans les couloirs. À 15h03 précisément, François Bayrou prend la parole dans l'hémicycle. Les huées se mêlent aux applaudissements. En vérité, contrairement à ce que beaucoup pensent, la situation de ce gouvernement présente un avantage considérable. Sur ces bancs, même parmi ceux qui sont violemment hostiles à ce que nous pensons ou à ce qu'ils croient que nous pensons, pas un ne trouve notre position enviable. Et 84% des Français jugent, paraît-il, que le gouvernement ne passera pas l'année. Et il m'arrive même de me demander où les 16% restants trouvent la source de leur optimisme. Eh bien, au risque de vous surprendre, je crois que cette situation est un atout. Parce que quand tout va bien, on s'endort sur ses lauriers, et quand tout paraît aller mal, on est contraint au courage. Et il y a un deuxième atout décisif, c'est le besoin, l'exigence, l'injonction que le pays nous assigne, retrouver la stabilité. Tout le pays, tous les Français en ont besoin. Ils comprennent bien que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais ils nous enjoignent, je le crois, de joindre nos forces pour forcer les issues. Quand tout va mal, on est contraint au courage. Les mots de François Bayrou en introduction de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre qui entre ensuite dans le vif du sujet avec une préoccupation numéro 1, la dette publique française, véritable épée de Damoclès au-dessus de la France. Un grand pays, un pays digne de ce nom, est un pays capable de regarder en face ses chances. Et nous croyons qu'elles sont grandes, et ces difficultés qui ne le sont pas moins. Les sujets d'inquiétude sont innombrables, mais il en est un toutefois qui émerge avec une force criante, c'est le surendettement de notre pays. Et nos compatriotes, surtout les plus fragiles, savent ce qu'est le désendettement, le surendettement. Quelles incertitudes et difficultés cette situation suscite. Depuis la guerre, mesdames et messieurs les députés, la France, dans son histoire, n'a jamais été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. Et j'affirme qu'aucune politique de ressaisissement et de refondation ne pourra être conduite si elle ne tient pas compte de cette situation de surendettement et si elle ne se fixe pas comme objectif de la contenir et de la réduire. Depuis la guerre, mesdames et messieurs les députés, la France, dans son histoire, n'a jamais été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. Et j'affirme qu'aucune politique de ressaisissement et de refondation ne pourra être conduite si elle ne tient pas compte de cette situation de surendettement et si elle ne se fixe pas comme objectif de la contenir et de la réduire. Tous les partis d'opposition demandant à cette tribune sans cesse des dépenses supplémentaires ont dansé aussi le tango fatal qui nous a conduits au bord de ce précipice. Cette dette est une épée de Damoclès au-dessus de notre pays
et de notre modèle social. Et ceci est d'autant plus grave que nous avons basculé dans un monde nouveau et dangereux. Nous sommes passés du monde de la force de la loi au monde de la loi de la force. Le 24 février 2022, au vu et au su de la planète, et avec l'indulgence d'un certain nombre des courants d'opinion, une des principales puissances du monde, puissance géographique et militaire, la Russie, de Vladimir Poutine, a jeté son dévolu sur un pays souverain, l'Ukraine, pour l'annexer. Un pays de la taille de la France, ce qui est un fait sans précédent sur le sol européen depuis 75 ans. Cette agression a été un signal, celui du règne de la force brutale. C'était rampant, c'est aujourd'hui affiché. Et immédiatement et significativement, l'Iran, la Corée du Nord sont entrés dans le soutien à l'agression de Vladimir Poutine. Ce sont les autres maillons de cette chaîne de puissance décidés à ne plus se laisser arrêter par des règles que nous respections et dont ils contestent désormais la légitimité même. Et naturellement, les dirigeants chinois ne sont pas en reste. En faisant l'éloge d'un monde multipolaire, à juste titre, la Chine tisse en réalité le réseau de sa domination économique, technologique, diplomatique et militaire. L'excédent commercial chinois vient de franchir ce mois-ci le cap, écoutez bien, des 1000 milliards de dollars d'excédent. C'est une stratégie programmée depuis 10 ans et dont le but, la conséquence et la visée est purement et simplement de remplacer notre industrie. Dans la défense de ces règles bafouées, nous avions un grand allié, c'était les États-Unis. Or, ceux-ci ont choisi par d'autres voies, heureusement pas la violence, la même politique de puissance et de domination. L'offensive monétaire, la captation de la recherche mondiale, la poursuite de l'application extraterritoriale de leurs droits, la domination technologique par des entreprises de taille planétaire et le pouvoir que tout cela donne d'intervenir dans la vie démocratique d'autres États. Ce nouvel ordre mondial, ou plutôt ce nouveau désordre mondial qui menace tous les équilibres et toutes les règles de la décence, il y a un certain nombre de figures qu'il incarne sans complexe, comme celle de M. Elon Musk. Mais le président réélu des États-Unis lui-même, fait inédit, articule des menaces d'annexion de territoires souverains, le Groenland, le canal de Panama et même le Canada. Il est temps de regarder ces choses en face, ces grandes puissances. C'est à nous de leur signifier qui nous sommes. Et si nous ne sommes pas capables d'exprimer notre détermination, elles l'oublieront et le négligeront. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Merci beaucoup. Dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Dans ce nouveau monde de la force brutale, la France a ses atouts, sa diplomatie, la force et la présence de son armée et l'engagement de ses militaires auxquels je veux rendre ici hommage. Ils nous protègent collectivement dans un monde brutal et c'est à ce moment l'occasion d'évoquer le sort de nos otages retenus par le Hamas ainsi que celui de tous nos otages dont nous exigeons la libération.
Mais pour que la France fasse vivre son trésor de civilisation et continue de le partager au monde, l'Europe doit devenir une communauté stratégique, une puissance politique et de défense à la dimension de la puissance économique qu'elle devrait être, une seule condition qui est que nous acceptions de nous définir et de nous affirmer ensemble. Alors, la première annonce de cette déclaration de politique générale porte sur la réforme des retraites, la plus attendue bien sûr, au cœur de toutes les négociations, de toutes les attentions. Alors François Bayrou a décidé de remettre le dossier en chantier. Il donne 3 mois aux partenaires sociaux pour renégocier cette réforme. Mais attention, il ne s'agit pas du tout de la suspendre, bien au contraire, car si les négociations échouent, eh bien c'est tout simplement la réforme Borne qui s'appliquera. La réforme des retraites est vitale pour notre pays et pour notre modèle social. Bien des gouvernements successifs s'y sont engagés, depuis Michel Rocard jusqu'aux efforts courageux du gouvernement d'Elisabeth Borne. Je note dans ce débat passionnel un progrès considérable. Plus personne ne nie qu'il existe un lourd problème de financement de notre système de retraite. Et en même temps, nombre des participants à ces discussions, notamment les organisations du dialogue social, les organisations syndicales, ont affirmé qu'il existait des voies de progrès et qu'on pouvait obtenir le même résultat par une réforme plus juste. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. La démarche s'appuiera sur un constat et des chiffres indiscutables. Je vais demander à la Cour des comptes, en une mission flash de quelques semaines, de nous donner l'état actuel et précis du financement du système de retraite, et ce résultat, le gouvernement le communiquera à tous les Français. La loi de 2023 a prévu que l'âge légal de départ passerait à 63 ans fin 2026. Une fenêtre de tir s'ouvre donc. Je souhaite fixer une échéance à plus court terme, celle de notre automne, où sera discutée la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. La seule exigence fixée est que nous ne pouvons pas laisser dégrader l'équilibre financier que nous cherchons et sur lequel presque tout le monde s'accorde. Ce serait une faute impardonnable contre notre pays. Plusieurs des partenaires sociaux ont indiqué qu'ils avaient identifié des pistes pour que la réforme soit socialement plus juste et cependant équilibrée. Ces pistes méritent toutes d'être explorées. Toutes les questions doivent pouvoir être posées. Chacun des partenaires sociaux aura le droit de faire inscrire à l'ordre du jour de ces discussions et négociations les questions qui le préoccupent. Rien n'est fermé. Une délégation permanente sera donc créée. Je la réunirai dès vendredi. Je proposerai aux représentants de chaque organisation de travailler autour de la même table, de s'installer dans les mêmes bureaux, ensemble, pendant 3 mois, à dater du rapport de la Cour des comptes. Si au cours de ce conclave, c'est ce qu'on dit quand on ferme les portes, si au cours de ce conclave, cette délégation trouve un accord d'équilibre et de meilleure justice, nous l'adopterons. Le Parlement en sera saisi lors du prochain projet de loi de financement ou avant, et si nécessaire, par une loi. Je souhaite que cet accord soit trouvé, mais si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer.
L'autre grande priorité pour François Bayrou, c'est bien sûr le budget. La censure a interrompu la procédure législative en cours. Une loi spéciale permet actuellement d'assurer la continuité de l'État et de payer les fonctionnaires. Mais cela ne suffit pas. Ce plan de secours est provisoire. Il faut un budget et François Bayrou négocie âprement avec les partis politiques pour tenter de donner à la France un projet de loi de finances pour 2025. C'est la mère des batailles, la mission numéro 1 de François Bayrou qui va tenter de faire adopter son budget sans se faire censurer. L'adoption d'un budget est indispensable pour les Français, pour l'action de la France, pour son image et pour son crédit. Cette orientation vers un retour à l'équilibre qui sera nécessairement pluriannuel et respectueuse de nos engagements européens passera nécessairement par des efforts de l'État lui-même. Nous ne changerons pas l'objectif de retour aux 3% de déficit en 2029. Cette contrainte se présente dès à présent. Les prévisions de croissance, à la suite en particulier de la crise née du vote de la motion de censure. Ces prévisions de croissance ont toutes été revues à la baisse. Nous ne voulons pas ignorer ces avertissements. Le gouvernement a donc décidé de revoir sa prévision de croissance pour 2025. Elle était de 1,1% avant la censure. Nous la fixons à 0,9%, conformément aux prévisions de la Banque de France. Et il sera proposé de fixer le déficit public pour 2025 à 5,4% du produit intérieur brut. Des économies importantes seront proposées. Et pour la suite, c'est un puissant mouvement de réforme de l'action publique qu'il faut conduire. Il faudra trouver des méthodes d'organisation de l'État qui ne requerront pas d'augmentation de nos dépenses publiques. Il nous faut repenser tous nos budgets à partir non pas du prolongement de ce qui se faisait l'année précédente, augmenté d'un pourcentage d'inflation, mais de ce qu'exige le service ou l'action à conduire. Ces budgets redéfinis, repensés, je demanderai à tous les ministres de les préparer dès le printemps. C'est un effort dont personne ne devra s'exclure, chacun à sa manière, dans l'exercice de ses missions. Cet exercice devra interroger notre organisation. Est-il nécessaire que plus de 1000 agences, organes ou opérateurs exercent l'action publique ? Nous connaissons le rôle précieux de plusieurs d'entre elles, comme France Travail. Mais ces 1000 agences ou organes, sans contrôle démocratique réel, constituent un labyrinthe dont un pays rigoureux et sérieux peut difficilement se satisfaire. Les parlementaires seront pleinement associés à cet effort d'organisation et de rationalisation. C'est la fonction du Parlement qui s'exprimera à son degré le plus éminent, contrôlé et évalué. Cet effort devra être prolongé et inventif. Cet effort devra être soutenu dans le temps, parce que souvent la réforme prend du temps et au début coûte cher. J'annonce la création d'un fonds spécial entièrement dédié à la réforme de l'État, financé en réalisant une partie de ses actifs, en particulier immobiliers, qui appartiennent à la puissance publique, de façon à pouvoir investir, par exemple, dans le déploiement de l'intelligence artificielle dans nos services publics. Ces sommes ne pourront pas être utilisées. Ces sommes ne pourront pas être utilisées pour des dépenses courantes, pour abonder tel ou tel budget. Elles resteront donc uniquement consacrées à ces efforts de réorganisation. François Bayrou qui cherche la voie étroite du compromis sur ce budget 2025. Lors de son discours, le Premier ministre a aussi remis au goût du jour deux idées. L'instauration de la proportionnelle pour les prochaines élections législatives, mais aussi un projet qui est un peu un serpent de mer, la création d'une banque de la démocratie pour financer les partis politiques. Je suis un défenseur des partis politiques et des syndicats.
Et je souhaite que les partis politiques, comme les syndicats, puissent être reconnus un jour comme des mouvements d'utilité publique. Je souhaite qu'ils puissent se financer sans avoir besoin de passer par des stratégies de contournement. C'est pourquoi je souhaite la création d'une banque de la démocratie pour que le financement des partis politiques et des campagnes ne dépende plus de choix de banques privées, mais puisse éventuellement et en recours être le fait d'organismes publics placés sous le contrôle du Parlement. Je suis partisan, quand je vois l'état de la démocratie américaine, que nous échappions à cette contrainte de voir la vie politique tenue par l'argent. Je pense que l'argent a sa place, notamment dans le monde des affaires, mais l'argent ne doit pas diriger les consciences et l'argent ne doit pas prendre le pas sur la libre volonté des citoyens. Mais je pense aussi qu'il faut que chacun puisse trouver sa place au sein de la représentation nationale, à proportion des votes qu'il a reçus. C'est la seule règle qui permettra à chacun d'être lui-même authentiquement sans être prisonnier d'alliances insincères. Je propose que nous avancions sur la réforme du mode de scrutin législatif. Chacun exprimera alors sa position, mais il y a une option à prendre sur ce principe et une discussion à avoir sur ses modalités. On voit bien quels sont les principaux choix. Mon opinion est que le mode de scrutin doit être enraciné dans les territoires et il faut que ne se créent pas plusieurs catégories de citoyens avec des droits différents. Cette adoption du principe proportionnel pour la représentation du peuple dans nos assemblées s'accompagnera probablement, comme l'a dit le président du Sénat, nous obligera à reposer en même temps la question de l'exercice simultané d'une responsabilité locale et nationale. Autre moment fort de ce discours, François Bayrou est revenu sur un mouvement qui a secoué la France il y a plus de 6 ans maintenant, le mouvement des Gilets jaunes. À l'époque, pas moins de 2 millions de contributions populaires avaient été déposées, mais loin d'être saisies ou même reprises par le pouvoir, elles ont fini aux archives. Alors, le Premier ministre veut reprendre l'étude de ces cahiers de doléances. Il le dit face à la représentation nationale. Je voudrais m'arrêter un instant à un mouvement que nous avons tous connu et qu'à mon sens nous avons négligé. C'est le mouvement des Gilets jaunes. Sur les ronds-points, il y a 6 ans, ils ont dénoncé l'état qu'ils ressentaient de notre société. Et cet état, c'était la division du pays entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Ceux qui passent à la télévision et ceux qui sont devant l'écran. Ceux qui sont des milieux de pouvoir, des arrondissements, par exemple, centraux de Paris, et les autres qui ont la certitude d'être oubliés et d'être négligés. Je suis assuré, je suis certain que la promesse française suppose que nous puissions abattre le mur qui existe entre les uns et les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous devrons reprendre l'étude des cahiers de doléances qui ont été présentés par les Gilets jaunes, de manière que s'exprime dans notre société, de manière que s'exprime... J'imaginais que vous pouviez adhérer à cette idée. De manière que s'expriment dans notre société les attentes, souvent les plus inexprimées, qui sont celles des milieux sociaux exclus du pouvoir. Dans la deuxième partie de son discours, François Bayrou égrène les autres priorités de sa feuille de route. Immigration, travail, école, santé, sans oublier l'IA, l'intelligence artificielle, comme un inventaire à l'après-vert. Retour sur les principales annonces de François Bayrou. La misère,
les conflits, les bouleversements climatiques se conjuguant, l'immigration est devenue une question brûlante sur toute la planète. Elle l'est pour ceux qui supportent les vagues migratoires et ceux qui craignent d'être menacés par de prochaines vagues. Et les réseaux sociaux attisent cette crainte tous les jours. La conviction profonde, c'est que cette immigration qui se développe aujourd'hui sous toutes les latitudes de la planète est d'abord une question de proportion. L'installation d'une famille étrangère dans un village pyrénéen ou cévenol, c'est un mouvement de générosité qui est suscité et qui se déploie. Des enfants fêtés et entourés à l'école, des parents qui reçoivent tous les signes de l'entraide. Mais que 30 familles s'installent et le village se sent menacé et des vagues de rejet se déploient. La situation est exactement celle que nous connaissons à Mayotte. La situation est exactement celle que nous connaissons à Mayotte. À Mayotte, la présence des illégaux en nombre dans des bidonvilles, au nombre de 80 000 sur 300 000, c'est exactement comme s'il y avait à Paris, intramuros, 500 000 illégaux en bidonville. Nos compatriotes de Mayotte ne le supportent pas. Et nier que cette immigration illégale soit un facteur de déstabilisation sur la société mahoraise, c'est se voiler les yeux et en réalité se mentir et leur mentir. Bien sûr, la différence de niveau de vie entre Mayotte et les Comores et entre Mayotte et la métropole est considérable. Le niveau de vie aux Comores est 10 fois inférieur en richesse par habitant qu'il est à Mayotte, et Mayotte, c'est même 4 ou 5 fois inférieur au niveau de vie que nous avons en métropole. Mais ceci, excusez-moi de le dire, Mayotte est un département et nous n'avons pas le droit de laisser dans un département se développer un désordre aussi profond que celui qui déchire la société mahoraise. Voilà pourquoi il est de la responsabilité du gouvernement de maintenir et faire respecter l'ordre à Mayotte comme en métropole. Bien sûr, nous savons bien que dans notre humanité, c'est la misère qui pousse à fuir son pays. Nous le savons bien, les Basques, les Béarnais, les Bretons, qui avant au XIXe siècle fournit tant de contingents d'émigrés. Mais la volonté de protéger et d'appliquer nos lois doit être sans faille et respectueuse de ceux que les vagues de la vie ont conduits jusqu'à nous. Respecter ces personnes, c'est les intégrer dans un ordre où tous peuvent se reconnaître. Il est donc de notre devoir de conduire une politique de contrôle, de régulation et de retour dans leur pays de ceux dont la présence met en péril par leur nombre la cohésion de la nation. Mais comment faire alors que 93% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées ? Ne laissons pas passer ces chiffres sans nous arrêter une seconde. Sur les obligations de quitter le territoire français, 140 000 prononcées tous les ans. Sur ces obligations, on en exécute 7%, ce qui veut dire que 93% ne sont pas exécutés. Et leur exécution ne dépend pas principalement de la volonté du gouvernement. Elle dépend principalement du refus des pays d'origine d'accueillir leurs ressortissants lorsqu'ils sont obligés de quitter notre territoire. Si nous ne résolvons pas cette question, toutes nos déclarations d'intention seront vaines. Cette politique que doivent mener fermement le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice suppose aussi l'action de tous les autres ministères. C'est pourquoi je réactiverai le comité interministériel de contrôle de l'immigration. Et je sais que les parlementaires ne manqueront pas de prendre des initiatives également. Une des fiertés de ma vie,
est d'avoir été un enseignant de l'éducation nationale et d'avoir des enfants enseignants de l'éducation nationale. Une des fiertés de ce gouvernement est d'avoir placé en premier le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'avoir confié à une femme au parcours exemplaire qui est en ce moment au Sénat en train de lire la même déclaration de politique générale. Mais comment accepter que l'école française, qui était la première au monde, se voit classée au rang qui est le sien aujourd'hui en mathématiques comme en lecture? Les enseignants de notre université dépeignent des étudiants de première année, après 13, 14 ou 15 années d'école, qui ne parviennent pas à écrire un texte simple, compréhensible, avec une orthographe acceptable. Ceci, c'est pour moi le plus grand de nos échecs. C'est le plus grand de nos échecs et c'est un échec dont sont victimes les plus faibles. Parce que ceux qui viennent des milieux qui n'ont pas les codes, qui ne connaissent personne comme on dit, qui n'ont accès ni à l'influence ni au pouvoir, se voient écartés sans recours dès l'instant qu'on ne leur donne pas les armes pour affronter la traversée de ces formations supérieures. Et j'ajoute que tout cela, l'obligation d'orientation précoce les perturbe et les met en danger. Les enfants ne sont pas comme les poireaux, ils ne poussent pas tous à la même vitesse. Et vouloir sélectionner précocement, sans qu'aient mûri, s'il vous plaît, l'esprit et les attentes. Je pense que c'est une erreur, en tout cas une faiblesse. Et je pense que dans notre système scolaire et universitaire, il faut que puissent être acceptés et même favorisés les réorientations, les changements de formation. Vous avez raison, Parcoursup est une question. Et donc, c'est précisément ce que je suis en train de dire. Et donc, nous avons besoin d'ouvrir les portes, sans doute en inventant la période, l'année d'articulation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Ce qu'on appelait autrefois propédeutique, c'est-à-dire la préparation à un enseignement dont on ne maîtrise pas jusque-là les bases et les capacités, devrait être une préoccupation pour l'organisation de notre système éducatif. Parce que ces enfants et ces jeunes, si on les écarte dès la classe de seconde, naturellement on rend à la nation le plus mauvais des services. Combien sur ces bancs étaient, lorsqu'ils avaient 13, 14 ou 15 ans, plutôt en rupture d'école qu'en succès à l'école? Combien ont trouvé dans la vie des chemins jusque-là inimaginables pour eux? Je n'aime ce que je trouve regrettable dans notre système éducatif, c'est que très tôt, les choses se jouent, trop tôt pour ceux qui n'appartiennent pas aux milieux les plus favorisés. Ma conviction est que les gisements de progrès sont du côté des enseignants. Tous ici, nous avons devant les yeux le visage et la voix d'enseignants qui nous ont révélé à nous-mêmes, qui, parce que leur regard s'est posé sur l'enfant que nous étions, ont changé sa vie. Ces enseignants magnifiques existent, ils sont nombreux, mais notre organisation de l'éducation nationale ne parvient pas à les repérer, ou les repère si peu, et les trésors de pédagogie qu'ils ont élaborés sont perdus.
Je veux rappeler ici, je le disais à l'instant, l'intuition fondatrice que le président de la République a présentée au pays en 2017. Combattre l'assignation à résidence, l'assignation de la naissance, du quartier, de la religion, de la consonance du nom, de l'accent. Ces difficultés nées de familles éclatées, de l'adolescence solitaire, offrir à tout cela, tout au long de la vie, de nouvelles chances. Parmi les combats à mener, la promotion de la lecture contre le monopole des écrans. Je sais qu'un chemin est possible en formant mieux nos professeurs afin de mieux les préparer. Je sais les difficultés parce que les écrans ont pris désormais le pas sur tout autre mécanisme de transmission des connaissances. Mais cet enjeu est un enjeu national et je proposerai que nous le reprenions en faisant appel à toutes les compétences qui ont pu se créer pour transmettre la lecture, par exemple à l'intelligence artificielle. Et aussi en poursuivant la grande réforme de l'enseignement professionnel qui a été engagée par les gouvernements précédents. La culture, dans la promesse française, joue un rôle essentiel. La défense et l'affirmation d'une politique culturelle est une politique sociale. L'émerveillement partagé devant la beauté d'un monument, d'une ville que l'on restaure, d'une pièce de théâtre, d'un concert que l'on partage, tout cela élève, rend fier et rassemble. C'est pourquoi la défense du beau, Madame la ministre de la Culture, est un devoir d'État. Cela passe par une politique de patrimoine ambitieuse, ce patrimoine qui est l'une de nos principales fiertés, et cela passe aussi par un soutien à la création. Je veux parler dans cette promesse française des Outre-mer. Nous avons présenté le plan Mayotte debout lors de notre venue sur l'île. C'est un plan ambitieux, non seulement pour traiter de l'urgence, mais aussi pour refonder Mayotte. J'ai parlé de la crise migratoire que connaissait ce département. Le débat doit être ouvert sur ce sujet, notamment sur les conditions nouvelles d'exercice du droit du sol que vous avez évoquées, Madame la Présidente, dans vos vœux. Mais je pense aussi à la Nouvelle-Calédonie qui doit construire son avenir. Les événements de mai 2024 ont plongé ce territoire dans un profond marasme. Je souhaite que le processus politique reprenne avec des négociations qui devront aboutir à la fin de ce trimestre. J'inviterai en janvier les forces politiques à venir à Paris pour ouvrir ces négociations en demandant au ministre des Outre-mer de suivre particulièrement ce dossier. Je crois que là encore, femmes et hommes de bonne volonté peuvent trouver des voies novatrices pour le bien de tous les Calédoniens. Mais je pense à tous nos Outre-mer, eux qui sont cette fenêtre ouverte sur le monde que nous vantons souvent et nous enrichissent par leur identité propre. Chacun de ces territoires a sa situation, ses chances et ses difficultés. Nous définirons pour chacun un plan de développement et de financement dans le cadre d'un nouveau comité interministériel des Outre-mer que le ministre d'État préparera avec les élus de ces territoires. Un autre chapitre, c'est la méthode que nous suivrons pour retrouver la production, l'innovation et l'industrie. On voudrait nous condamner sur ces sujets au déclassement alors que, par ailleurs, la Silicon Valley déroule ses tapis rouges à nos ingénieurs du numérique et de l'intelligence artificielle. Nous sommes, nous Français, des géants de la recherche informatique, algorithmique et automatique. Ne nous laissons pas devenir des nains de la nouvelle économie qui sera précisément fondée sur le numérique. Et il en est de même pour l'espace ou les énergies décarbonées. Le gouvernement est attaché à la trajectoire d'investissement dans la science définie par la loi de programmation de la recherche. La recherche dans les universités et les laboratoires, mais aussi ailleurs dans la recherche de l'entreprise.
l'intelligence artificielle, dont je ne sais si elle est intelligente et si elle est artificielle, mais dont je sais qu'elle est un changement d'être pour notre humanité, cette stratégie nationale doit entrer dans sa troisième phase, ambitieuse pour la diffusion de l'intelligence artificielle dans l'industrie, dans l'action publique, la formation et la recherche, appuyée sur un programme d'investissement dans les infrastructures et le sommet de l'intelligence artificielle qui se tiendra à Paris en février traduira cette ambition. Dans ces domaines, il nous faut définir des politiques de filière, produit par produit, en partant des faiblesses et des manques de notre balance commerciale. Chaque filière unira grandes entreprises, sous-traitants, États et régions autour d'un enjeu de production. Les géants mondiaux qui sont sur notre sol et qui ont nos racines chez nous, Dassault Systèmes, Safran, Total, Airbus, Saint-Gobain, Danone, ont un potentiel de partage des capacités, des mises au point et de soutien des entreprises nouvelles, notamment sur les produits et les secteurs d'où nous sommes absents. Retrouver la production, c'est aussi tourner nos regards vers l'agriculture. Je veux avoir un mot particulier pour les filières agricoles. Quand nous évoquons leur crise, nous voyons ce qui saute aux yeux, la crise des revenus, le sentiment qu'ont nos agriculteurs de n'être pas respectés. À l'origine de cette situation, il y a une crise morale. Les agriculteurs, les paysans, le monde dont je viens, avaient jusqu'il y a peu la certitude d'être les meilleurs connaisseurs et les meilleurs défenseurs de la nature. Aujourd'hui, on les accuse de nuire à la nature. Et c'est une blessure profonde. Quand les inspecteurs de la biodiversité viennent inspecter les fossés ou les points d'eau avec une arme à la ceinture dans une ferme déjà mise à cran par la crise, c'est une humiliation. Et c'est donc une faute. Pour notre agriculture, le principal enjeu aujourd'hui est celui de l'égalité des armes. À l'intérieur même de l'Europe, on impose à nos agriculteurs des normes et des obligations qui ne sont pas imposées à nos voisins européens, et je ne parle même pas de ceux qui sont très au-delà de nos frontières, en particulier en Amérique du Sud, et la question est évidemment celui de l'accord avec le Mercosur. Je veux dire que de très grandes injustices risquent aussi d'être commises dans la gestion des ressources en eau. Je ne suis pas d'accord pour qu'on assimile la gestion de l'eau de surface au pompage des nappes profondes, comme si c'était la même chose. Nos agriculteurs vivent cela comme une injustice. Sur le sujet de l'eau, j'ai dit que je souhaitais que des conférences soient organisées au plan national et régional pour définir une stratégie de long terme. Toutes ces questions seront traitées dans la loi d'orientation agricole. Je m'engage à ceci, c'est que pour les entreprises agricoles comme pour les entreprises et les familles, nous remettions en question les pyramides de normes en donnant l'initiative aux usagers. Ceux que l'on contrôle doivent avoir leur mot à dire sur les contrôles et s'il faut des remises en cause, nous les conduirons avec eux dans un temps bref. L'obligation de revaloriser le travail, c'est une obligation qu'on évoque sur tous les bancs. Je souhaite que la concertation sur le travail et les salaires, sur la qualité de la vie au travail, sur sa rémunération et sur son sens, que ces questions soient abordées, comme celle de la santé au travail, de la prévention, de la prise en charge des arrêts de travail, ainsi que la situation des travailleurs pauvres et l'égalité salariale femmes-hommes. Il nous faudra que ces efforts en matière de revalorisation salariale soient conduits et poursuivis, notamment avec la mise en place de dispositifs d'épargne salariale, d'intéressement et de participation dans tous les secteurs. Enfin, la question d'un territoire français plus équilibré. En 1947 paraissait un livre qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui s'appelait « Paris et le désert français ». Je crois qu'aujourd'hui, il y a Paris, les grandes métropoles et le désert français, avec un groupe
avec un gouffre à chaque étape. Le reste du tissu national, éloigné géographiquement, disparaît médiatiquement et politiquement. L'aménagement du territoire est l'une des grandes questions devant nous. Elle touche aux conditions de vie de nos concitoyens, aux services publics, au transport et au logement. Nous avons construit un grand ministère autour de François Rebsamen. Ce ministère incarne l'objectif qui est le nôtre, que chaque personne ait sa chance, que chaque territoire ait sa reconnaissance et sa chance. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tant d'esprit, de volonté, d'initiative, de capacité provinciale et des quartiers périphériques ont le sentiment, ou plutôt la certitude, d'être écartés et oubliés. Je veux m'arrêter sur le sujet du logement. Si l'on ne peut pas se loger, on ne peut pas se faire reconnaître. Nous avons besoin d'une politique du logement repensée et de grande ampleur. Je salue les efforts menés par les précédents gouvernements pour lever les contraintes en matière de construction de logements. Nous pouvons aller plus loin encore en réduisant les délais, en allégeant les demandes d'autorisation, en favorisant la densification, en facilitant les changements d'usage. Cela suppose de relancer l'investissement locatif et l'accession à la propriété, de soutenir les élus bâtisseurs par un système d'encouragement à l'investissement, y compris à l'investissement privé. Quant au transport, qui est la condition même de l'égalité des droits sur le territoire, nous avons devant nous tous les défis en matière de financement des infrastructures et des équipements nouveaux. Le financement durable sera organisé avec les collectivités locales et les professionnels pour se préparer à relever ces défis. La santé est une des toutes premières préoccupations d'urgence et quotidienne au cœur du modèle social français. Nous avons tous été confrontés, pour nous ou pour un proche, à l'impossibilité de trouver un médecin généraliste, un spécialiste, un dentiste pour se faire soigner. Et l'hôpital connaît aussi une crise, en particulier financière, qui est plus que préoccupante. L'absence d'une vision pluriannuelle des ressources consacrées à notre système de santé le prive de facto de sa capacité à se doter de projets à moyen et long terme et complique ainsi sa capacité à anticiper les besoins des santé futures des Français. Il faut passer d'une logique budgétaire annuelle, Madame la Ministre, à une logique de financement pluriannuel. Il faut aussi retravailler sur l'enjeu clé de la démographie médicale, en impliquant notamment les élus territoriaux et en menant de front la question jusqu'ici irrésolue de la formation des soignants. Je veux confirmer que la santé mentale devra être la grande cause nationale de 2025, comme l'avait décidé mon prédécesseur Michel Barnier, que j'ai soutenu et à qui j'adresse mon amitié. Dans ce cadre, pour faire face à l'enjeu de la soutenabilité de l'hôpital, le gouvernement proposera une hausse notable de l'ONDAM, ce qui permettra d'améliorer les conditions de travail des soignants et de protéger les plus fragiles. À cette fin, la mesure de déremboursement de certains médicaments et de consultations ne sera pas reprise. Le sport est, comme la culture, un puissant facteur de cohésion, d'épanouissement et de fierté. Nous avons vécu une année olympique historique, avec devant nous le projet Alpes 2030, et nous savons que c'est à l'école que se joue l'avenir du sport. Dans le cadre des parcours de soins, par ailleurs, pour les maladies chroniques, nous devons par exemple proposer une nouvelle offre dans les maisons sport-santé, 100 000 bilans d'activité physique pour les personnes atteintes de telles maladies. C'était évidemment le cas autour de la politique du handicap, dont nous allons fêter le 20e anniversaire avec la loi de 2005. C'est l'objet de l'école pour tous, qui est en crise et qu'il faut améliorer, alors que cette politique de l'école inclusive a atteint une masse critique. Et par ailleurs, le comité interministériel du handicap sera organisé dans les meilleurs délais et je tiens à confirmer à l'Assemblée nationale le remboursement intégral des fauteuils roulants dès 2025.
Dans le cadre de la grande politique démographique qui s'impose à nous, il nous faut avancer sur la question du grand âge, l'objectif de permettre aux personnes de bien vieillir et d'avoir le choix de leur domicile quand ils vieillissent suppose l'ouverture d'un dialogue avec le Parlement et les départements. Je réaffirme aussi la priorité qui est pour moi attachée à la protection de l'enfance, avec la création du Haut Commissariat à l'enfance qui s'inscrira dans la continuité de cette politique. J'ajoute que parmi les personnes qui souffrent de précarité, il y a les étudiants en situation de précarité, en particulier lorsqu'ils ont l'obligation de se loger dans des grandes villes où les loyers dépassent les moyens de leur famille. C'est pourquoi la carte universitaire et le réseau des universités sont non seulement une question académique, mais une grande question sociale. Nous lancerons parallèlement la construction de 15 000 logements par an pendant 3 ans, en mobilisant le foncier disponible de l'État. Voilà le projet que nous appelons la promesse française. Nous n'avons pas le droit, au nom de nos passions politiques, d'hypothéquer la vie de nos concitoyens. C'est des actes qu'ils attendent, et c'est sur nos actes qu'ils jugeront de nos paroles, de nos promesses et de nos indignations. C'est sur nos actes qu'ils nous jugeront tout simplement. Le but de cette déclaration de politique générale est de permettre à ses concitoyens de passer de la plus extrême inquiétude à la conviction que, même si nous ne sommes pas certains de les résoudre tous, nous traiterons tous les problèmes qui se posent avec toutes nos forces et tous nos moyens. Nous n'allons pas d'un seul coup passer de l'ombre à la lumière. Nous n'allons pas vivre le grand soir. Mais si nous parvenons à nous faire entendre de vous, élus de la nation, alors nous pourrons passer du découragement à un espoir ténu mais raisonnable. C'est ce projet que j'ai voulu présenter devant vous. Je connais tous les risques. Si nous nous trompons, nous corrigerons. Mais le risque, c'est la vie. Pierre Mendès France, et la référence n'est pas ici par hasard, a dit « Il n'y a pas de politique sans risque, il n'y a que des politiques sans chance ». C'est ces chances que nous voulons saisir, avec foi dans le peuple français, avec foi dans ses représentants. Je sais les ressources d'intelligence, de bravoure et de droiture de notre nation lorsqu'elle choisit de surmonter l'épreuve. J'ai la certitude que notre peuple, notre pays, avec son histoire, ont la capacité de se ressaisir. Je n'en veux que 2 preuves vérifiables. Nous sommes aujourd'hui le plus jeune des pays européens, en dépit du fléchissement de notre démographie, que nous aurons besoin de mesurer et de corriger. Et puis, si l'on regarde la croissance sur les 40 dernières années, sans exception, sur les 40 dernières années, la France a été devant l'Allemagne, en particulier au cours de ces 7 dernières années. Nous sommes un peuple de ressources, à la condition qu'il trouve l'unité qui si souvent lui manque. Il l'a fait bien des fois, j'allais dire chaque fois au cours de son histoire, et c'est à nous aujourd'hui que cette mission, cette charge et cette chance reviennent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci. Voilà pour les moments forts de la déclaration de politique générale de François Bayrou le 14 janvier 2025 à l'Assemblée. Le Premier ministre qui a semblé vouloir donner des gages à tout le monde, tous les partis, pour mettre son gouvernement à l'abri de la censure. La suite au prochain épisode. Retrouvez la collection complète des grands débats sur lcp.fr. À très bientôt pour voir ou revoir une autre séance parlementaire. Ciao, ciao.